Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de 3 sujets principaux, donc je vais essayer de faire vite même s'il y aura beaucoup de choses à dire. Premier très gros sujet, ce sera la présidentielle, la candidature de Zemmour à la présidentielle 2022 et tout le climat médiatique qui est autour et notre opinion là-dessus. Deuxième point, qui sera un peu plus petit, c'est sur la situation qu'il y a eu en Guadeloupe et je dévierai aussi un petit peu en Martinique, qui nous permettra de faire un certain développement sur la sécurité de nos territoires d'outre-mer qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé ces derniers temps. Et je vais parler de féminisme, de notre point de vue sur le féminisme. J'ai parlé du point de vue dans un sens négatif où on critiquait Rousseau et la manifestation qu'elle avait faite avec les écologistes et les féministes dernièrement. Donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo pour savoir de quoi je parle. Et pour comprendre ici de quoi je vais parler de féminisme et je vais parler de notre vision du féminisme, notre défense du féminisme et tout ce qu'on peut dire autour de cela, qui sera une dernière partie de vidéo assez musclée. Je commence par la présidentielle de Zemmour à l'élection présidentielle. La candidature de Zemmour à l'élection présidentielle, il l'a faite, on s'y attendait qu'il la fasse, on ne savait juste pas quand. Selon nous, c'est une date trop prématurée, dans le sens où il avait des dates symboliques qui arrivaient, comme aujourd'hui, le 2 décembre. C'était la victoire de la bataille d'Austerlitz, le sacre de Napoléon III et le coup d'état de Napoléon III. Je veux dire, il y avait des dates symboliques où on aurait gardé bien sûr la bataille d'Austerlitz. C'est une date en tout cas qu'il aurait dû maintenir. Il aurait dû maintenir cette date-là, ça aurait été symbolique. Ensuite, en plus, c'était juste avant l'annonce des résultats pour le second tour de la primaire. Donc je pense que ça aurait été très bon médiatiquement de couper l'élan des LR par cette candidature le 2 décembre. Après, il aurait pu éventuellement le faire après le 4 ou 5 décembre, donc après l'annonce du résultat du candidat gagnant de la primaire des LR. Il aurait dû le faire maintenant, justement pour couper l'élan des LR, l'élan médiatique des LR et concentrer les médias sur lui. Je pense qu'il aurait dû faire ça. Après, je pense qu'il a une bonne raison de l'avoir fait à ce moment-là. Je pense qu'il se sentait prêt de le faire à ce moment-là et donc il l'a fait. Il a décidé de le faire au moment où il l'a fait. Maintenant, sur le symbole qu'il relâche lors de cette annonce de candidature. On a tous remarqué qu'il faisait une grande référence au général de Gaulle et à l'appel du 18 juin. Même s'il l'a légèrement nié sur TF1 avec Gilles Boulot, en disant que c'était en quelque sorte une coïncidence, je pense, et en tout cas nous pensons que c'était clairement une référence au 18 juin. En fait, il a pris quand même un très bon symbole. Je pense qu'il a pris le De Gaulle qui s'inscrit un peu dans sa ligne politique. De Gaulle s'inscrit dans la ligne politique de Zemmour, et je pense que le lien avec cet appel du 18 juin comme un appel au vote et un appel à la révolte française, je pense qu'il est très bien choisi et on pense que c'est quelque chose de très bien qu'il l'ait fait de cette manière-là. Ensuite, on va parler de son passage à 20h, donc juste après, sur Gilles Boulot. Comme tout le monde l'a vu et comme tout le monde l'a dénoncé, en tout cas chez les soutiens de Zemmour, Gilles Boulot n'a pas joué son rôle de journaliste. Je ne suis pas journaliste professionnel, je suis entre guillemets journaliste amateur, en tout cas vidéaste amateur. Monsieur Boulot n'a pas rempli son contrat de journalisme. J'ai vu Gilles Boulot interroger Pécresse, interroger Ciotti, Bertrand, sur TF1, et il posait des questions sur leurs projets politiques. Leurs projets politiques sur la France en abordant certains sujets, en 5 minutes, mais certains sujets. Et lorsque Zemmour est passé, alors qu'il est candidat à la présidentielle, on n'a pas voulu parler de son projet politique. On a censuré son projet politique puisqu'il n'a pas posé de questions sur son projet politique, il a préféré parler du passé de Zemmour, alors qu'il est candidat. S'il ne s'était pas annoncé candidat, j'aurais pu comprendre le fait que Gilles Boulot pose des questions sur le passé, sur ses condamnations, sur ce qu'il a dit avant. Très bien. Mais là, il est candidat. Il est à la même hauteur que Bertrand, que Pécresse, que Ciotti. Il est même au-dessus, puisque lui est carrément candidat à la présidentielle. Alors que les autres sont à la présidentielle, mais par l'intermédiaire des LR. Par l'intermédiaire d'une primaire.
Zemmour aurait dû être interrogé sur son projet politique, au même titre que les autres candidats, LR en tout cas. Ça n'a pas été le cas. Et comme il a été répété, Gilles Boulot a voulu faire le coq, a voulu montrer aux autres qu'il était le plus fort, qu'il aurait des informations, qu'il arriverait à sortir Zemmour en tout cas sa zone de confort, ou en tout cas il arriverait à lui faire admettre des choses, ce qu'il n'a pas réussi à faire de toute façon, c'est évident. Et je pense que ce genre de journaliste qui s'improvise procureur donne plus de visibilité à Zemmour qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en posant des questions choc, en voulant chercher la petite bête, je pense qu'il donne plus de médiatisation aux candidats. Et ça n'apporte pas que du bon, mais en tout cas ça apporte du bon au candidat au niveau de la visibilité. Et je pense que c'est en partie pour ça que Zemmour a en fait gagné cette popularité, ou en tout cas cette popularité, cette visibilité dans les médias et même sur la sphère politique. Voilà. Donc ça c'était pour la candidature de Zemmour à la présidentielle 2022. Maintenant, je vais vous amener sur le sujet de la Guadeloupe et indirectement aussi de la Martinique. Et en fait, je vais parler de la Martinique, de la Guadeloupe. On va dévier sur la Martinique puisqu'il s'est passé globalement la même chose. Et on déviera sur la sécurité de nos territoires d'outre-mer, qui sont un sujet qu'on aborde assez peu finalement dans le thème de la sécurité, puisqu'on pense au quartier, on pense à la France métropolitaine. Il faut qu'on parle des outre-mer aussi. D'abord en Guadeloupe, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu des grandes manifestations qui se sont déroulées, des grands barrages, des dealers se sont mis, ou en tout cas des gangsters on peut dire, se sont mis à racketter les gens pour les faire passer les barrages qu'ils avaient construits avec des palettes, des pneus, des choses comme ça. Il y a eu des affrontements entre la police et les manifestants, et en fait clairement ce qu'on a observé c'est que ce n'étaient pas des manifestants pacifistes, c'était des manifestants violents, c'était même plus des manifestants, ça commence à devenir clairement une guerre civile. Parce que c'est ça qui me permet de faire le lien avec la Martinique, puisque je vous rappelle qu'en Martinique, des policiers ont été visés par des tirs d'armes à feu, et des journalistes également, puisque les journalistes ne sont pas les bienvenus. En effet, quand on est un criminel, on ne veut pas être vu par les médias et pas être rendu sur la sphère publique parce que ça dérange les petites combines et les petits marchés qu'on fait. C'est assez logique tout ça. Mais cette situation en Guadeloupe et en Martinique révèle quoi? Révèle l'incompétence de réaction du gouvernement. C'est-à-dire que à la suite de ça, on a vu que le gouvernement n'a rien fait. On a vu quelques personnages du gouvernement dire je condamne les actes en Martinique, je condamne les actes en Guadeloupe. Finalement, il y a eu un envoi du raid, à ce que j'ai pu entendre, ou du GIGN, des moments comme ça, ou des forces spéciales, je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils ont envoyé, mais ils ont envoyé un petit truc comme ça, qui finalement semble pas avoir été efficace et ne semble pas avoir agi finalement. Ce que j'ai pu voir, après on ne parle plus de la situation là-bas, puisque il y a d'autres priorités, comme je vous ai dit avant, la candidature de Zemmour à la présidentielle. Mais voilà, il y a une inefficacité du gouvernement, une incapacité à réagir, une réelle incompétence finalement de ce gouvernement. J'ai regardé un petit peu les LR pendant leur débat qui disaient qui proposaient des choses qui étaient un peu trop larges, qui n'étaient pas forcément bien concrètes en fait, puisque tous disaient qu'il fallait rétablir l'ordre, mais rétablir l'ordre c'est bien. Comment le faire, c'est mieux. Faut savoir comment est-ce qu'on rétablit l'ordre. Seul Ciotti a proposé éventuellement d'envoyer l'armée là-bas, et encore il l'a dit de façon un peu ambiguë. Nous pensons que il y a un climat dans nos territoires d'outre-mer qui s'est créé depuis plusieurs années, où on a laissé un petit peu nos territoires d'outre-mer à l'abandon. On a préféré aider, il y a eu des catastrophes sur des îles qui ont voulu devenir indépendantes, et on est allé les aider. Catastrophes naturelles. C'est très bien. Seulement on les a aidés au détriment de nos territoires d'outre-mer qui, eux, étaient délaissés
Ils n'ont pas subi forcément de grosses catastrophes naturelles, mais qu'est-ce qu'ils ont subi? Ils ont subi une hausse de la pauvreté, une hausse du chômage, des problèmes économiques flagrants. Ils ont connu pas mal de difficultés sur ces questions-là. On ne les a jamais aidés. Et donc je comprends qu'il y ait un climat tendu qui se fasse en Outre-mer. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on s'étonne que ça explose. Seulement quand ça explose et qu'on ne réagit pas, c'est encore plus grave. Je pense qu'il faut qu'on réagisse par la répression, une répression forte, avec des arrestations, des peines qui sont appliquées, et des personnes qui finissent en prison, ou des personnes d'origine étrangère qui finissent dans leur pays d'origine. Je pense qu'il faut commencer par ça. Une fois qu'on aura rétabli l'ordre à travers la répression, pourquoi pas l'envoi de militaires, donc à travers la répression, la justice, je pense qu'on pourra passer à une autre question fondamentale, qui est celle d'apaiser les tensions. Pas en faisant du social, en disant oui mais on va vous aider, mais machin, on vous comprend, en faisant une visite là-bas, ça sert à rien. Aidons-les concrètement. Aidons-les à lutter contre cette hausse du chômage et cette inflation qui touche les territoires d'outre-mer. On doit les aider là-dessus. Et c'est en les aidant sur ces questions-là que les tensions vont s'apaiser. Encore faut-il pouvoir le faire ou avoir le courage de le faire. Voilà, c'était globalement notre avis sur nos territoires d'outre-mer, comment réagir face à la situation actuelle, et voilà, donc la situation en Martinique, en Guadeloupe, et voir sur d'autres territoires d'outre-mer qu'on peut observer. Maintenant, je terminerai par un dernier sujet, notre vision du féminisme. Notre vision du féminisme, elle consiste à dire quoi? Bien sûr, ça semble enfantin, mais ne pas taper les femmes, ne pas les violer, c'est vraiment deux choses qu'on ne supporte pas. Que on doit réprimer. Et je pense que pour régler cette question-là, il y a un souci d'éducation à faire à la fois chez les hommes et chez les femmes, mais une éducation qui est différente. Chez les hommes, les éduquer dans leur manière de se tenir, dans les questions de respect, leurs questions de galanterie. Je pense qu'il faut les éduquer sur ces questions-là, et je pense qu'il va être important de leur faire apprendre ça dès le plus jeune âge, afin que, quand ils deviennent plus grands, ces choses qu'ils ont, entre guillemets, apprises, ils n'ont pas à les réapprendre, ou ils ne les oublient pas pour dévier à l'inverse ce qui serait finalement inutile du travail qu'on a fait avant. Chez les femmes, je pense qu'il y a une éducation à faire, sur le sens où il y a toutes ces questions de respect qui doivent être mises en place, mais il y a aussi, pourquoi pas, des cours d'autodéfense à donner aux femmes, comme aux hommes aussi, on pourrait éventuellement leur donner aussi, mais je pense directement aux femmes d'abord. Je pense qu'il y a déjà un souci d'éducation au niveau justement de cette manière de se défendre, de réagir face à un individu qui soit violent, de réagir face à un individu qui a envie de vous violer, clairement, on va dire des choses comme ça. Je pense qu'il y a des réactions qu'il faut... Bien sûr, chaque situation est spéciale, mais il faut leur apprendre globalement à comment réagir et leur donner des cours d'autodéfense. Des femmes prennent des cours d'autodéfense elles-mêmes, mais je pense que ça peut passer par l'éducation. Et pour dévier justement sur l'éducation, je pense que l'éducation doit avoir un rôle primordial, où elle devrait proposer des cours de survie, de secourisme, d'autodéfense, des cours de réflexion sur toutes les questions du respect, de la confiance, du savoir-vivre, des questions comme ça qui sont finalement fondamentales pour la vie en société. Tout ce que je viens de citer précédemment
tout ce qui est survivalisme, secourisme, autodéfense, on pourrait dire, mais aujourd'hui en 2022, on n'a pas besoin de ça. Sauf que si, on a besoin de ça. On a encore besoin, les femmes surtout ont besoin de cette autodéfense. Le survivalisme peut être utile à des personnes qui se perdent dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Le secourisme peut être utile pour sauver une personne, tout simplement, qui face à vous fait un arrêt cardiaque, par exemple. Il y a un moment où des questions où on pense qu'il n'est plus la peine de les enseigner aujourd'hui, finalement, il est primordial de les enseigner aujourd'hui, en fait. Parce que c'est des valeurs qui se perdent, c'est une éducation qui se perd et qu'il faudra absolument retrouver. Voilà. Nous, notre vision du féminisme, pour en revenir à ça, c'est que nous, ce qu'on veut, les droits des femmes, il ne faut pas se leurrer, globalement, ils sont atteints. Il faut lutter contre le viol et contre les violences conjugales. C'est contre ça que nous, on veut se battre. Pour nous, globalement, le reste a été atteint. Alors les différences de salaire, on peut en parler si vous voulez. Si vous prenez les chiffres du Monde d'il y a quelques années, qui vous mettaient à 25%, ça a été des chiffres qui ont été révélés faux par plusieurs journaux qui ont dit que finalement, ben non, la différence de salaire, elle est minime. Elle peut être de 13% certaines années quand la femme prend un congé maternité ou est enceinte, ce qui semble assez logique sur une année finalement. Et que la probabilité qu'il y ait des différences de salaire au même poste, dans une même entreprise, etc., tous les critères au même niveau, est de 0,4%. Vous me direz c'est pas 0, mais c'est 0,4%. On était à certainement 20% il y a plusieurs années. Donc je pense qu'il y a un combat, le combat du féminisme légitime a été atteint. Et je pense qu'aujourd'hui il faut lutter contre le viol et contre les violences conjugales. Ça c'était pour notre vision du féminisme. On a abordé les 3 sujets, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous partagerez cette vidéo puisque vous pourrez élargir le média et surtout donner la possibilité à vos amis aussi de voir le média et de peut-être s'instruire, on ne sait jamais. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.